Bienvenue à toutes et tous pour notre exploration mensuelle des marchés. Aujourd'hui, on se plonge dans le tout dernier numéro d'AS1F Market Pulse. C'est le magazine pour les traders de la région MENA. Notre mission, comme d'habitude, décortiquer les infos clés, repérer les tendances, bref, trouver de quoi mieux naviguer dans ce monde financier de novembre 2025 qui est toujours aussi complexe. Absolument. Et ce numéro couvre un mois d'octobre qui a été particulièrement agité, on peut dire. Entre les tensions politiques, les décisions des banques centrales, la volatilité, il y a vraiment matière à discuter. Oui, beaucoup de choses. Et juste avant de commencer l'analyse, une petite nouvelle assez excitante pour la communauté ENI Trader. Il y a maintenant un espace membre exclusif sur aswenamag.com. C'est gratuit pour les membres et c'est plein de ressources, d'outils IA comme NPA V3.1, ENIRadar V1.1 et puis des créations de la communauté. Un vrai hub centralisé pour affûter ses stratégies. Tout à fait, c'est une excellente initiative. Ça montre que l'écosystème s'enrichit. Allez, revenons à octobre. Alors, ce pouls des marchés, qu'est-ce qui ressort? Bon, si on commence par les grands mouvements, Oui, qui a brillé, qui a su faire? alors sur le Forex, l'euro et la livre sterling ont plutôt bien performé face au dollar. On a vu le UR-USD monter de 1,8% et le GBP-USD de 1,5%. Logiquement, l'indice dollar, le DXY, a cédé du terrain, environ 1,2%. D'accord. Et les perdants? Du côté des perdants, on trouve la livre turque, la TRY et le réal brésilien, BRL. Ça reflète une certaine pression sur les émergentes. Hmm. Et les cryptos alors? Ça a été un mois difficile, c'est ça. Le magazine parle de Rocktober. Ah oui, difficile, c'est peu dire. Vraiment pas un Uptober classique, non? Le Bitcoin a connu son pire mois d'octobre en 10 ans. Une chute de 5,0%. Ethereum a suivi aussi, avec moins 6,8%. Aïe, quand même. Il y a eu des exceptions Oui, quelques-unes. XRP s'en est bien sorti, plus 8,5%, apparemment grâce à des nouvelles réglementaires vues comme positives. Et puis Hyperliquid, IP, plus 12,3%. Mais c'était plus rare. Et sur les actions internationales? L'Inde semble avoir pas mal secoué, non? Oui, l'Inde était partout, hein, dans les gagnants, avec Tata Steel, plus 4,5%, SBI, plus 3,2%, mais aussi dans les perdants. 30, moins 4,2%, ICICI Bank, moins 3,8%. Ça montre une forte volatilité là-bas, beaucoup d'engagement des investisseurs. En Europe, c'était plus contrasté. LVMH, Siemens Energy en hausse, mais les constructeurs auto comme Volkswagen et BMW, eux, reculaient. Intéressant cette divergence. Et le sentiment général, l'ambiance sur ces marchés? Sur le Forex, c'était une sorte de neutralité prudente. Le dollar s'était stabilisé après sa baisse de septembre, mais il y avait beaucoup d'incertitudes. Le shutdown américain, bien sûr, et puis la divergence entre la Fed et la BCE, ça pesait. J'imagine que c'était très différent sur les cryptos, cette prudence. Oui, carrément. Là, c'était la peur extrême qui dominait. L'indice Fear and Greed est tombé à 29. C'est très bas. Et puis il y a eu ce flash crash les 10-11 octobre. 370 milliards de dollars de capitalisation effacés. Impressionnant. Incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est la divergence. On a vu de la panique chez les particuliers, oui, mais en face, les institutionnels semblaient plus résilients. Ils ont même acheté la baisse, buy the dip, notamment autour des 104 000 dollars pour Bitcoin. Ah oui, intéressant ça. Et les actions, elles, ont tenu bon malgré tout. Plutôt résilientes. Oui, une résilience assez notable. On a même eu des records sur les indices US en début de mois, avant une correction. Le sentiment, c'était plutôt une rotation vers les secteurs défensifs. Ce qui a aidé, ce sont les bons résultats des entreprises au T3, en hausse de 9,1% sur le S&P 500. Et puis l'IA, toujours, avec Nvidia qui a atteint 4,5 trillions de capitalisation. Waouh. Mais bon, cette résilience cachait quand même des craintes sur les valorisations élevées, les risques géopolitiques. C'était pas non plus l'euphorie. Cette ambiance d'incertitude nous mène tout droit à l'article de couverture, le fameux shutdown américain. Qu'est-ce qui a rendu celui-ci différent des autres, selon l'analyse? C'était une confluence de facteurs assez unique cette fois. Premièrement, ce qu'ils appellent le data blackout. La Fed se retrouvait sans ses données clés, emploi, inflation, PIB. Les agences étaient fermées. Ah oui, le data blackout, j'ai vu ça. Naviguer à vue, quoi. Exactement. Deuxièmement, et c'est énorme, la menace de licenciement permanent pour 300 000 fonctionnaires, du jamais vu.
Troisièmement, la crise des aides alimentaires SNAP, qui touche 40 millions de personnes. Un vrai risque social. C'est énorme. Quatrièmement, ça arrivait avec des marchés actions déjà très, très chers. Le S&P 500 a plus de 22 fois les bénéfices futurs. Et cinquièmement, la Fed était juste au début de son cycle d'assouplissement. Décider de baisser les taux sans donner, c'est très compliqué. Donc, c'était pas juste politique, c'était une crise d'infos, une menace sociale, sur des marchés tendus. Et pourtant, la réaction des actions a semblé presque bizarre. Elles ont tenu bon. C'est ça qui est paradoxal. L'analyse suggère que les marchés pariaient déjà sur de nouvelles baisses de taux de la Fed. Et puis, les bénéfices des entreprises restaient solides. Il y a aussi cette idée chez les institutionnels que les shutdowns, historiquement, ne font pas dérailler les marchés haussiers sur le long terme. Une sorte de pari sur le fait que ça finirait par se résoudre. Voilà. Mais ça masquait des risques réels, hein. Les valorisations, le risque si le shutdown durait avec des pertes d'emploi. Le marché obligataire, lui, a plus réagi. Surtout les TIPS, les obligations indexées sur l'inflation, qui n'avaient plus de chiffres CPI. Logique. Et l'or, lui, a flambé. Il a dépassé les 4 000 $. Clairement une valeur refuge face à ce dysfonctionnement politique. Très clair. Et cette tension interne aux US avait son écho à l'extérieur, avec le sommet Trump-Xi à Busan. Alors, trêve ou juste un répit? L'analyse pense plutôt pour un répit. L'accord clé, c'est la suspension pour 1 an des restrictions chinoises sur les terres rares. Ça évite une catastrophe pour la tech. Il y a aussi une petite baisse des tarifs US, de 57% à 47% en moyenne. C'est modeste. Mais les gros sujets sont toujours là, hein. Exactement. L'IA, Taïwan, rien n'est réglé. Et surtout, devoir renégocier chaque année pour les terres rares, ça crée une incertitude, un point de friction pour 2026. C'est pas une paix durable. D'accord. Pendant ce temps, les banques centrales devaient agir, la Fed et la BCE fin octobre. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Alors la Fed a bien baissé ses taux, 25 points de base, mais Powell, le président, a été super prudent. À cause du manque de données, il a dit qu'une autre baisse en décembre n'était pas du tout acquise. Et peut-être plus important, ils ont annoncé la fin du resserrement quantitatif, le QT, pour le 1er décembre. Ils arrêtent de réduire leur bilan. C'est un signal moins restrictif. Et la BCE? La BCE, elle, n'a pas bougé ses taux. Elle a parlé de la résilience de la zone euro, mais aussi des risques commerciaux. Cette divergence Fed-BCE, ça a continué de soutenir un peu l'euro face au dollar. Et un mot rapide sur la PEC et la réunion Banque mondiale-FMI? La PEC a surtout servi de décor à la rencontre Trump-Xi. Ça a confirmé cette tendance à la fragmentation du commerce en blocs régionaux. Le CPTPP d'un côté, le RCEP chinois de l'autre. Quant à la Banque mondiale et au FMI, l'urgence, c'était la dette des pays du Sud. Beaucoup d'appels à restructurer plus vite, mais pas beaucoup de volonté politique des pays riches pour l'instant. Le risque d'une vague de restructuration forcée en 2026, il augmente. D'accord. Passons à la politique intérieure en Europe. Aux Pays-Bas, il y a eu une surprise, c'est ça? Oui, le 29 octobre, le parti de centre-gauche D66 a presque triplé son score. Ils arrivent presque au niveau du PVV de Geert Wilders, l'extrême droite. Les électeurs ont sanctionné la coalition sortante. C'est vu comme positif pour la stabilité de l'UE et pour l'euro. Et à l'inverse, en République tchèque? Là, c'est le retour d'Andrej Babis et de son parti ANO. Les électeurs, inquiets de l'inflation, du coût de l'énergie, ont rejeté le gouvernement pro-UE. Ça pourrait créer des tensions avec Bruxelles, ça. Et enfin, le sommet UE-Égypte? C'était une démarche stratégique de l'Europe pour renforcer son influence au Moyen-Orient. L'Égypte est vue comme clé pour la stabilité, le canal de Suez, les migrations. Il y a eu des engagements financiers, notamment sur le climat. Ok, revenons aux marchés eux-mêmes. L'analyse explique des mouvements précis d'octobre. Cette chute brutale du Bitcoin, les 10-11 octobre, moins 14%. Pourquoi? C'est une cascade de liquidations massives. Plus de 19 milliards de dollars en 24 heures. Le déclencheur, ça semble être l'annonce surprise des tarifs douaniers de Trump sur certaines technologies chinoises. Ça a frappé un marché crypto qui était déjà très endetté, avec beaucoup d'effets de levier. Du coup, vente forcée en chaîne, Ethereum a suivi et s'était amplifié par les liquidations sur les plateformes DeFi. D'accord, l'effet domino classique avec le levier. Et la clôture un peu mitigée du S&P 500 le jour de la Fed, le 29 octobre. Pourquoi cette hésitation? Le marché était vraiment partagé ce jour-là. D'un côté, la baisse de taux de la Fed, c'était bien, mais de l'autre, les commentaires de Powell, très prudents sur les futures baisses, ça a calvé tout le monde. Et puis au niveau sectoriel, la tech, Nvidia en tech, tirait vers le haut, mais les financières pesaient. Logique, avec des taux plus bas, leur marge risque de se réduire. Et pourquoi Nvidia grimpait ce jour-là, alors que Tesla, une autre star de la tech, baissait?
Nvidia a profité de l'espoir d'un assouplissement des restrictions US sur l'export de puces IA vers la Chine. C'était lié aux discussions avant le sommet Trump-Xi. C'est vital pour eux. Tesla, par contre, souffrait de la concurrence qui s'intensifie, de l'impact des taux d'intérêt sur l'achat de voitures, et puis toujours des questions sur sa valorisation, jugée extrême par certains. Et pour finir ce tour d'horizon, l'euro USD assez stable et l'or qui tenait bon. Pourquoi? L'euro USD était un peu coincé. D'un côté, la divergence Fed-BCE poussait l'euro, mais de l'autre, quand il y a de l'incertitude, le dollar reste une valeur refuge, donc ça s'équilibrait un peu. L'or, lui, est resté fort, autour de 2600-2700 dollars, avant son pic pendant le shutdown, même avec un dollar assez solide. Il y a plusieurs raisons. La demande refuge, tension politique, commerciale, les achats massifs et continus des banques centrales, et puis la baisse des rendements réels des obligations. Bon, après tout ça, si on essaye de synthétiser, quels sont les grands enseignements pour les traders pour la fin 2025? L'analyse du magazine met en avant plusieurs points. Mais le message central, je dirais, c'est qu'on est sans doute entré dans un régime de taux plus élevé pour plus longtemps. Fini l'argent facile. La Fed est devenue très prudente, très dépendante des données. Ensuite, les tensions géocommerciales, elles sont là pour durer et créent ces mouvements risk-on, risk-off très nets. La crise d'octobre a aussi montré la fragilité du marché crypto à cause du levier excessif. La dépendance de la tech à la politique chinoise, c'est aussi un point clé. Et la divergence des banques centrales, ça offre des opportunités sur les devises. Mais attention au risque de correction. Justement, en parlant de risques et d'opportunités, quels sont les événements à surveiller de très très près en novembre? Les catalyseurs. Le calendrier chargé, oui. D'abord, le rapport sur l'emploi US d'octobre, qui était retardé, il sort le 7 novembre, crucial pour la Fed. Ensuite, l'inflation, le CPI d'octobre, le 13 novembre, tout aussi critique. La décision sur les tarifs douaniers chinois vers le 10 novembre, ça peut changer la donne pour le commerce et le sentiment. Et puis, il y aura la deuxième estimation du PIB US du T3, les minutes de la Fed, les chiffres en Chine, en Europe. Bref, beaucoup de choses qui peuvent faire bouger les marchés dans les semaines qui viennent. Parfait. Merci pour cette vision très claire. Passons maintenant à la communauté AnyTrader. On a mentionné le nouvel espace membre au début. Le magazine met aussi en avant des réussites concrètes ce mois-ci. Oui, et c'est vraiment une section qui fait plaisir à lire. Ça montre la valeur de la persévérance, de l'apprentissage collectif. On a des parcours incroyables. Par exemple, Frank Castle, qui obtient son premier compte financé par une propre firme après 5 ans d'efforts, et il dit que c'est grâce au mentorat. C'est beau. Ah oui, 5 ans, chapeau, hein. Et puis, Sayad31, qui réussit les challenges de 2 propres firmes différentes, Funded Next et SpiceProp. Il partage même son analyse. Polyvalent. On a aussi l'histoire de résilience de NG, qui a surmonté des obstacles personnels, et même un litige avec FTMO, pour finalement obtenir son dû. Et enfin, HNBND, qui a réussi son challenge Top Step en 1 mois seulement, après avoir débuté le trading en 2025, grâce à une approche hybride, rigoureuse, apprise dans le mentorat niveau 1. Ça montre que ça peut aller vite aussi. C'est inspirant. Et au-delà des succès perso, la communauté échange aussi des analyses, des idées, non? Tout à fait. Le magazine mentionne des contributions sur la dette US et l'or, sur USDJPY et la politique japonaise, l'impact de l'accord AMD-OpenAI. Il y a des analyses de Goldman Sachs sur l'or, sur les relations US-Chine, des commentaires de Trump sur la crypto, les prévisions de Saylor sur Bitcoin. C'est riche. Et l'innovation vient aussi des membres eux-mêmes, avec des outils qu'ils développent? Exactement. C'est ça qui est fort. Des membres créent et partagent des outils vraiment pointus. Atrevbin01, par exemple, a fait évoluer son indicateur P-Levels en un tableau de bord de risque complet pour MT5. Son outil d'analyse IA, AlgoInsight, est passé en V2.7, avec une interface pro et maintenant le support du français. Excellent ça. Il y a aussi AnyRadar V1.1 de Azimel87, ce scanner IA multi-actif, disponible dans l'espace membre, qui donne un briefing complet du marché. Et pour passer de l'analyse à l'action, il y a même un IA, AnyRadar Remote, pour exécuter les signaux du scanner sur MT5. Enfin, Revbin01 a lancé PropSim. C'est un simulateur basé sur la méthode Quasi-Monte Carlo pour estimer ses chances de réussir un challenge de prop ferme en analysant son historique. C'est puissant pour évaluer si on est prêt. Et l'outil MPA de Azimel87 en V3.1 confirme la force du dollar contre les devises matières premières, mais sa faiblesse potentielle contre l'euro. Ces outils aident vraiment à objectiver l'analyse. Impressionnant ce que la communauté produit. Le magazine mentionne aussi rapidement quelques développements technologiques plus larges, non? Oui, juste quelques mentions.
Le lancement de l'indice S&P Digital Market 50, c'est un signe que les actifs numériques entrent de plus en plus dans la finance traditionnelle. Il y a aussi une note sur la norme ISO 2022. C'est une grosse mise à jour de l'infrastructure des paiements mondiaux. On n'en parle pas beaucoup, mais ça pourrait avoir des impacts importants à terme. C'est le genre de truc de fond à surveiller. D'accord. On arrive à la fin de notre tour d'horizon de ce numéro de novembre d'Asvoa 9 Market Pulse. Le message clé, si je résume, c'est peut-être qu'il faut être vraiment agile et s'appuyer sur une analyse rigoureuse pour naviguer là-dedans. C'est tout à fait ça. Savoir distinguer le signal du bruit, comprendre les dynamiques profondes, et puis utiliser les bons outils, que ce soit ceux du marché ou ceux développés par la communauté. Ça peut faire une vraie différence. La question pour chacun, c'est comment j'intègre tout ça dans ma propre stratégie? Comment j'utilise ces infos, ces outils pour aborder les mois qui viennent avec plus de lucidité, disons. Pour approfondir tous ces sujets passionnants, on vous invite à télécharger gratuitement ce numéro et les anciens aussi sur aswa9mag.com. Et n'oubliez pas, le magazine est dispo en 3 langues, anglais, français et arabe. Et c'est une sortie mensuelle. Une discussion comme celle qu'on vient d'avoir est aussi publiée chaque mois sur notre chaîne YouTube Aswa 9 Magazine. Si la finance vous branche au quotidien, il y a aussi notre chaîne TikTok en e-Trader Hub pour des contenus éducatifs, rapides, percutants. Et enfin, si vous cherchez une communauté de traders vraiment pro pour échanger, apprendre, progresser, avec une approche scientifique basée sur les données, loin des rêves et de l'imagination parfois un peu folle qu'on voit ailleurs, vous pouvez visiter notre site en etrader.com. Vous en apprendrez plus sur nous et comment rejoindre la communauté. Merci de nous avoir écoutés.